Bonjour Claude. Bonjour à tous, oui. Bon, ici c'est Tyrone de la Taverne de l'Étrange. Peux-tu nous expliquer qui tu es et le pourquoi nous sommes venus aujourd'hui sur ce lieu qu'est la forêt d'Orient? Eh bien, cette forêt d'Orient a d'abord une histoire, une histoire historique, puisqu'elle descend des Templiers, elle descend de la construction des premiers éléments qui ont suivi les croisades. Donc, au niveau de cette histoire, elle a vraiment quelque chose de très important. J'étais amené à aller dans cette forêt, non seulement pour les Templiers, mais aussi parce que Jémigueux m'avait donné des renseignements concernant certaines bases qu'il y avait, des bases extraterrestres qu'il y avait ici. Alors je veux tout de suite dire que ce que je dis ne concerne que moi. Ça ne met en cause personne d'autre. C'est mon interprétation par rapport à laquelle j'ai vécu et ce qu'on m'a raconté et ce que j'ai vu ici. Donc cette forêt, elle est à la fois templière, mais à la fois peut-être extraterrestre. Ce que j'ai vécu ici était extraordinaire parce que à l'époque, les premières années que j'ai rentré dans cette forêt, c'était en 1971 et il n'y avait pas tout ça. Il y avait des arbres, le parking n'existait pas et on pouvait rentrer normalement à toute heure. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien. Et Jémigueux m'avait donné des renseignements concernant la fontaine aux oiseaux, une porte induite qui apparemment n'a rien à voir avec les Templiers. Et pourtant, c'est très lié ensemble. C'est pour ça que quand je dis aux gens, recherchez les recherches sur les ovnis, mais étendez votre connaissance un petit peu à tout ce qui est autour, surtout sur les civilisations passées. Et Jémigueux m'avait donné des renseignements parce qu'en fait, quand il a vécu ici, il a également fait des recherches. On sait que les Allemands ont venu ici, on sait que les Américains ont fait des recherches également. Et à la suite de toute cette conversation que j'ai eue avec Jémigueux, j'ai eu une relation avec un initiateur qui s'appelait Zamouret et qui m'a emmené sur les lieux, qui m'a fait voir des choses extraordinaires. Ces choses extraordinaires qui m'ont fait peur, c'est vrai, ça m'a fait beaucoup peur à un moment donné, et c'est là que j'ai vu des choses fantastiques. Dans la période de cette information, j'ai quand même contacté des gens, des Allemands, pour faire des sondages dans l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire que nous avions des instruments à ultrasons avec des résonances magnétiques. Et cette société qui s'appelait Ultrasonic en France, mais qui avait des filières en Allemagne, nous a prêté des appareils avec des étudiants qui venaient de là-bas. Et on a fait effectivement des sondages de nuit, à l'insu de tout, encore en infraction parce que ce n'était pas autorisé. Et on a fait des impacts de résonance et c'est là qu'on a pu entendre des bruits de bourdonnement, des machineries, etc. qui se trouvaient dans un cercle bien déterminé, qui se trouvait à peu près dans une circonférence d'1 kilomètre au niveau de la maison du temple que nous allons voir tout à l'heure. D'accord. Ce que pour préciser pour les visiteurs de la taverne, c'est que tu m'as confié que c'était les forages que vous avez faits, c'était dans les années 70. C'était dans les années 70, c'était 70-71. On a tellement vécu ici de temps, on a tellement eu de visites que c'est vrai que c'était les premières investigations qu'on a pu faire ici. Et ces informations-là, on les a fait et en fait compte, on s'est rendu compte qu'il y avait certains bourdonnements ou de machinerie qui se trouvaient dans les estimations. Hein. Tout ça, ce sont, entre parenthèses, on peut le dire, à moins 75 mètres au niveau du sol actuel. D'accord. Et le lac qui se trouve actuellement à haut niveau était beaucoup plus bas à cette époque-là. D'accord. Donc on ne peut pas considérer, il y avait beaucoup de terrains qui étaient encore qui étaient vides. Alors qu'actuellement le niveau a augmenté énormément et certains endroits où nous pourrions aller est complètement, on est dans la possibilité d'y aller parce que les inondations ont recouvert beaucoup d'endroits, ce qui est toujours ennuyeux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. D'accord, donc avant de commencer cette visite de cette forêt d'Orient, peux-tu nous dire qui tu es, ton parcours en quelques mots? Bien, alors moi je m'appelle Claude Burkel, j'ai 66 ans et ça fait 45 ans que je travaille dans les recherches extraterrestres et surtout dans les recherches OVNI, mais
en parallèle, je travaille avec aussi les civilisations passées, aussi bien égyptiennes, lémuriennes, péruviennes, aztèques, etc. Parce que on s'aperçoit que tout est lié. Et les connaissances, il y a 10, 3000, 4000 ans, 30 000 ans, sont liées avec nous. Donc moi j'ai fait des recherches importantes, c'est vrai, mais mes bases principales c'était l'astronomie. Donc j'ai fait des recherches en astronomie, j'ai fait des concours en astronomie, j'étais à la Société astronomique de France à Paris où j'ai fait des recherches et puis aussi des expositions avec les gens. J'ai travaillé avec la Société astronomique de France qui était la base de mon départ, mais ensuite bon, ça m'a fait déborder devant cette recherche extraterrestre que j'ai depuis, enfin j'ai commencé à l'âge de 14 ans avec la base de 54, de 1954, puis j'ai continué avec certaines revues comme Ouranos, avec Jimmy Gueux, j'ai travaillé avec Marc Thirouin, qui était un élément très important de la première vague ufologique, qui était la première, les revues qui commençaient à apparaître. Ensuite, j'ai travaillé avec un petit peu l'élément scientifique, avec plus ou moins de problèmes, l'armée également, et puis aussi, disons, les services de renseignement où j'ai eu pas mal d'ennuis. Mais ceci fait que j'ai quand même évolué, j'ai resté toujours dans l'ombre, j'ai jamais voulu faire de bouquins, j'ai accumulé beaucoup de renseignements qui m'ont permis d'évoluer seul et sans être trop embêté. Et j'ai travaillé également sur certains endroits de France très importants comme Lascaux, comme, comme le Pic Gambellon, comme on peut dire aussi Taverny, les terrains d'Albion, etc. Et qui m'ont fait approcher certains éléments de haut niveau, mais pas toujours facile parce que souvent très délicat à aborder et souvent avec des controverses scientifiques qui m'ont pas toujours été favorables, faut le dire franchement. Donc on peut te définir comme étant clipéologue. Clipéologue, ça veut dire oui, la recherche des éléments qui ne sont pas reconnus par la science traditionnelle. D'accord. Bon bah écoute Claude, on va aller de plus près voir ce qui se passe dans cette forêt et puis tu vas nous apprendre un petit peu plus sur ce lieu. Oui, un petit détail Oui. que je voudrais quand même confirmer. Lorsqu'en 1972 j'ai eu le contact avec mon ami Zamouret qui était mon grand initiateur et qui m'a fait voir avec une équipe quelque chose d'extraordinaire et dont j'ai eu peur. Nous étions ici, mais l'élément était très différent. Et mon ami Zamouret, avec son air toujours un peu arrogant et prétentieux, tout en étant gentil par moments, il m'a dit « Tu veux voir quelque chose d'extraordinaire ?» Ben, je dis « Oui, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. » Et nous étions là, avec une équipe de 7 personnes, et il m'a dit « Regarde ». Donc nous avions visionné, c'était le soir, la nuit était tombée, c'était en hiver. Il m'a dit « Regarde », et là j'ai vu, nous avions vu, un brouillard se former. Et puis il me dit, si tu veux voir un ovni, regarde. Moi, j'ai rigolé un petit peu parce que j'ai dit, il me prend pour un con. Excusez-moi le terme, mais c'était un peu ça. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il me dit, regarde. Et là, j'ai vu ce brouillard se former. Ce brouillard totalement bénal, enfin, le brouillard normal, il s'est élevé au-dessus des arbres. Et lorsqu'il a quitté le sommet des arbres, ce brouillard s'est condensé, a formé une structure métallique et a filé dans le ciel à une vitesse vertigineuse dans un silence complet. C'est là que mon cœur s'est mis à battre à fond. Et puis il m'a regardé et il me dit « T'as voulu le voir, tu l'as vu, t'es content ?» Je n'ai pas su quoi dire, je ne savais pas si j'étais en train de rêver, si je devenais fou ou quoi. Ça c'est mon problème, ça veut dire que je l'ai vu, je l'ai vécu. Ceux qui croient, ceux qui ne le croient pas, le croient pas, mais moi je raconte ce que j'ai vécu de mes propres yeux. Et puis on continuer du côté de la forêt du Temple et du côté de la maison du Temple. Bon bah allons-y alors. Continuer du côté de la forêt du Temple et du côté de la maison du Temple. Bon bah allons-y alors.
Donc voilà, Claude, première étape, la salamandre sur le sol. Peux-tu nous signifier ce que cela veut dire? Oui, effectivement, la salamandre est un symbole très important. Oui, On la retrouve dans certains endroits. Ici, nous sommes donc dans la forêt d'Orient. La salamandre est une indication pour un parcours dans les sentiers de la forêt. oui, Mais il faut dire que dans le Moyen-Âge, la salamandre avait une résonance très importante car elle représentait les forces de la terre, qui étaient toujours en confrontation avec les forces du ciel qui étaient représentées par le dragon. oui, On retrouve cette légende à Provins, qui est la cité moyenâgeuse très importante, où il y avait, il y a encore quelques siècles, une fête qui s'appelait le dragon et la salamandre. Il y avait donc une fête et la salamandre se combattait avec la force du dragon. À la suite d'un incendie qui a eu lieu parce qu'il mettait du feu, parce que chacun on sait qu'il crase du feu, il y a eu plusieurs dizaines de morts et en 1700 et quelques, à peu près, je ne me souviens plus la date exacte, cette fête a été définitivement annulée. Mais ce que je voudrais bien préciser, c'est que dans toute la connaissance de l'alchimie, la salamandre représente les forces telluriques, c'est-à-dire les forces de la terre, et le dragon, les forces du ciel. C'était une confrontation entre les messages des dieux et les messagers de la terre. Et c'était les symboles qui existaient. Donc quand on retrouve cela dans la forêt d'Orient, la salamandre peut-être représente pour les initiés une force intérieure qui se trouve dans cette forêt. Alors il ne faut pas oublier une chose, ce n'est pas sur la forêt, ce n'est pas dans la forêt, c'est sous la forêt. Et bien des choses se font maintenant partout et il faut bien comprendre ça, c'est pas sur la forêt, c'est dans la forêt. Et cette légende de salamandre est peut-être quelque chose de très important qu'on a toujours négligé. La forêt d'Orient représente quelque chose de formidable au niveau historique et la plupart des historiens, la plupart des gens ignorent totalement ce qui se passe dans cette forêt. Et c'est dommage. À part évidemment d'aller cueillir des champignons, mais ceci est une autre histoire. Donc on va continuer, mais n'oubliez pas cette petite légende qui est très importante et que vous pouvez retrouver également si vous faites des recherches dans l'alchimie. L'alchimie qui est une connaissance un peu ésotérique, c'est vrai, mais qui représente bien ce que signifient ces deux éléments qui est la salamandre et le dragon. Voilà. d'accord. Et nous allons continuer. Ici. Nous continuons, nous avons dépassé la maison du temple. Ouais. Et lorsque je parlais des arbres chauds, c'est-à-dire ce cercle, à peu près d'1 kilomètre de diamètre, qui se trouve ici, c'est une expérience à faire et qui est à la disposition de tout le monde. Il suffit de venir l'hiver, lorsqu'il y a un peu de neige. On s'aperçoit que la neige, en fonction de la température extérieure, reste de la neige. Et dans cette partie-là, la neige fond. C'est pas parce que c'est dans ce bois-là qu'elle fond, parce que c'est un bois. Si vous regardez de l'autre côté, elle va rester intacte, alors que dans cette partie-là, elle fond. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir, qui n'est pas simplement une idée à moi, c'est une question que tout le monde peut constater à partir du moment donné où on vient sur place, on dit pourquoi ici la neige reste, elle reste sur la route et là elle fond. C'est une question qu'on peut se poser. C'est tout, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est absolument tout le monde peut faire cette expérience-là. Et c'est ici, c'est dans ce secteur que tu as fait les forages en 1971. Voilà, c'est là où on a entendu les bruits de machinerie. Alors ces bruits de machinerie, on peut les interpréter comme on veut, on peut dire c'est en imagination, si que ce soit. Moi, je raconte ce que j'ai vu avec d'autres, parce que j'ai vu ce que j'ai entendu avec d'autres personnes. On peut me dire que je suis fou, que c'est complètement idiot. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça avec d'autres personnes, on était 7 ou 8, on avait quand même des experts en infrason, on a fait des sondages à grande profondeur, on a passé des explosifs, on a fait des chambres à écho et on a mis des sonars et on a enregistré. Donc il y avait, malheureusement c'était des Allemands qui étaient avec nous parce que c'était des spécialistes plus avancés que nous dans cette technologie qu'à cette époque-là, parce que c'était en 72. Et là c'est vrai qu'on a entendu des bruits de machinerie qui étaient
pas logique par rapport à quelque chose. Alors, d'après les estimations, que je l'ai déjà dit tout à l'heure, on peut estimer que les machineries et le bruit de résonance se trouvent à peu près à moins 75 mètres par rapport au niveau du sol actuel. Où on est là actuellement? Où on est. D'accord. Etc. Et on ne sait pas, est-ce qu'on peut estimer par rapport à la résonance du son, la dimension de la cavité, si cavité il y a? Alors là, effectivement, à cette époque-là, on a fait des sondages sur une trentaine, 40 mètres, mais on n'a pas de dimension. Il est vrai que là, on était un petit peu dépassé par le temps, par ce qu'on faisait. On avait un équipement qui n'était pas à nous, donc on a fait assez rapidement. Ce qui a pu confirmer ça à la suite, c'est cette fameuse aventure que j'ai eue de voir l'engin décoller du sol et qui m'a dit: Zamoré, tu as vu, il y a une base ici. Je dis: une base, mais tu rigoles, c'est quoi ça? Oui, il y a une base, mais elle ne date pas de notre époque. Il y a des siècles qu'elle est là. Je lui dis: mais qu'est-ce que ça a rapport avec les Templiers? Ben, il me dit: les Templiers, rappelle-toi ce que ton ami Jimmy Gu a dit concernant la fontaine aux oiseaux. La porte sur l'espace-temps qui s'ouvre à une certaine époque, qui se trouve un peu plus loin et qui est maintenant malheureusement sous les eaux. Tu m'as confié que Jimmy Guilleux a écrit des romans de science-fiction, mais il y a une part de vérité, dont un qui est axé sur cette forêt. Voilà, c'est-à-dire, il a écrit un livre qui s'appelle Les Sentiers de l'Invisible, et parce que Jimmy Guilleux ne pouvait pas écrire un livre qui était officiellement quelque chose par rapport aux scientifiques. Donc tout ce qu'il a écrit a été toujours fait de façon que ça soit quelque chose de romancé, de fiction. Et dans ces romans qu'il faisait, il laissait des messages. Et donc dans ce roman numéro 112, qui s'appelle Le Sentier de l'Invisible, il parle de la forêt d'Orient, il parle des phénomènes qui s'est produits dans cette forêt à différentes époques, il parle de Nick Lolland également. Oui, qui est pas loin d'ici. Voilà, et qui serait en rapport avec ça. C'est très difficile à expliquer parce que on arrive dans quelque chose d'un peu trop complexe, c'est vrai, mais Nick Lolland aura un rapport parce qu'il a pris contact avec le maire, et ça c'est vrai, le maire et le maire de Nick Lolland. Le maire est surtout le responsable à cette époque-là, d'ailleurs c'est marqué dans son livre, et j'ai vérifié bien après, et ce qu'il a pris comme contact est vraiment... J'ai eu écho que dans ce parc d'attractions, il y avait des gens qui sont plus réceptifs que d'autres et qui se sentaient mal à l'aise. Bien évidemment, il y a des gens qui se trouvent mal à l'aise à certains endroits. On ne va pas dire que c'est un endroit qui met mal à l'aise. Mais sur internet, en faisant des recherches sur cette forêt, je suis tombé sur une photo de Jimmy Guilleux qui avait la main sur un panneau qui s'appelait L'Autre Monde, qui se situe aussi dans le coin là. Voilà. Et L'Autre Monde, c'est un lieu dit très particulier, que je suis en train, parce qu'on a la photo, hein, c'est pas quelque chose qui a été inventé. Oui, c'est pas un montage. On a la photo. Je vais faire moi des recherches concernant les cartes géologiques et gravimétriques et d'une façon très détaillée au 25 millième, et on va retrouver ce lieu qui est dans le coin. Il n'y a pas le problème, c'est un lieu. C'est pas un village, c'est un lieu dit. Et là, il avait commenté ça en disant, voyez, il y a des termes qu'on emploie autour de la forêt d'Orient qui n'est pas anodin, qui signifie quelque chose, aux initiés de comprendre. Et moi, ce que je suis en train d'essayer de travailler, comme j'ai fait sur la constellation du Bouvier pour le Provins, j'essaye de trouver la corrélation entre les commanderies templières qu'il y avait au moment où il y avait cette force templière sur la forêt d'Orient et la constellation qui correspond. Parce qu'il voulait faire une construction de façon que cette porte induite, cette porte sur l'espace-temps, qui a dû être utilisée par les Templiers ou même par les extraterrestres actuellement, enfin tout ça c'est en guillemets, je ne peux rien affirmer, je constate des faits, peut être actuellement, disons, à la fontaine aux oiseaux, qui Jimmy Guilleux avait dit, mais la fontaine aux oiseaux actuellement, comme nous allons la voir, avec la montée des eaux, est dans l'eau. Oui, maintenant, oui. Et effectivement, depuis que l'eau a monté pour la réserve du refroidissement de la centrale de Nogent, effectivement, nous avons des problèmes pour y accéder. Mais on peut quand même y aller voir. Oui, on va s'y rendre là de suite. Voilà. Et puis on va continuer puisque le temps se trouve
Ouais, on est pris par le temps. Bon ben ne zappez pas, on se retrouve là. On est sur le lac alors. Oui, alors on est là sur ce qu'on appelle le terminal de la fontaine aux oiseaux. C'est-à-dire que, d'après les grandes théories, la porte sur l'espace-temps ou sur les mondes parallèles ou sur une ouverture sur d'autres dimensions se trouve là. Ouais. Vous vous rendez compte qu'il y a, comme je le disais encore, il y a une vingtaine d'années, tout ça était à sec. D'accord. Ils ont fait une digue ici, et maintenant pour y accéder, on se rend compte qu'il y a de l'eau. D'accord. De l'autre côté, c'est à sec. Il y a une digue ici avec une ouverture qui se trouve ici pour faire évacuer cette eau. Mais vous pouvez remarquer que c'est fermé, donc cela reste constamment en eau. D'accord. On va demander au caméraman de s'approcher parce que je ne sais pas s'il entendra bien. Voilà, là ça devrait aller. Voilà l'eau qui reste en permanence toute l'année, Ouais. alors qu'on peut s'apercevoir que si on fait un demi-tour, c'est à sec en opposition ici. D'accord. Ici c'est à sec, et là c'est plat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder. Alors on se demande si c'est voulu ou pas, mais de toute manière, le résultat il est là. Et lorsque Jimmy Gueux m'a fait connaître cet endroit, effectivement on pouvait encore y aller, et je suis en train de chercher, comme pour Provins, comment on peut trouver l'ouverture de cette porte qui arrive et qui est là et qui est un mystère pour tout le monde. Si on a des gens, des personnes qui puissent nous éclairer, moi actuellement je suis en train de travailler sur les constellations pour caler une constellation sur cette porte, ça serait très intéressant, mais pour l'instant je suis encore dans les recherches, je ne peux rien faire. Donc la porte est opérationnelle, bien évidemment, si cette partie du lac s'ouvre, s'il n'y a plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, elle peut s'ouvrir. À partir du moment où il y a de l'eau, personne ne peut y accéder. D'accord, mais cela ne nous donnera pas, par exemple, le jour de l'année où cette porte peut s'ouvrir. Non, absolument pas. Là, c'est des recherches à faire, parce que, comme j'ai expliqué, les Templiers ont certainement découvert des choses importantes, et ils ont calé leur commanderie d'exploitation autour du lac, pour connaître, c'est une connaissance initiatique, pour pouvoir savoir quand est-ce que cette porte s'ouvre. D'accord. Bon. Et c'est très intéressant à continuer à rechercher. On revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on pouvait savoir à quelle époque cette porte s'ouvre, Guy Taran m'en avait parlé, il y avait bien d'autres personnes qui m'en ont parlé, mais ça n'a jamais été exploité, ça n'a jamais été recherché d'une façon définitive. Ça serait très intéressant, car on pourrait à ce moment-là faire des expériences et pouvoir trouver. Mais je pense, je crois que dans mon idée, je pense que si ce lac a été fermé définitivement par une digue pour qu'elle soit constamment sous eau, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on puisse avoir accès à ça. Bon. Alors, est-ce que ce sont des gens gouvernementaux, militaires ou extraterrestres, ou tout à fait des systèmes religieux? On n'en sait rien. Je ne peux rien prouver. Je peux constater les faits qui sont actuellement là. On est dans un problème qui n'est pas résolu et que je cherche à résoudre. On peut supposer aussi qu'il y aurait un gardien. Un gardien... Comment, un gardien mystique? Ou un gardien physique? Qu'il se passe quelque chose si par exemple on venait à s'approcher des vannes et pourquoi pas essayer de les ouvrir. Ah oui, c'est ce qu'on a... Mon ami Zamouret m'avait fait des suggestions concernant ce qu'on appelle les formes pensées, c'est-à-dire des barrières énergétiques, c'est-à-dire des choses qui sont là pour protéger certains lieux, pour qu'il n'y ait pas des individus qui puissent ouvrir certains lieux, pouvoir y accéder sans autorisation. Alors on arrive là, on peut le dire, on arrive dans une fiction complète. Mais je sais que, par mon expérience de 45 ans de recherche dans ce domaine, je sais qu'il y a des choses extraordinaires que j'ai pu constater. Et le problème de la forêt d'Orient fait partie des choses extraordinaires. Et tu m'as confié que tu avais aussi à Provins, par rapport autour du château, ça formait une constellation. Voilà, alors le problème de Provins est tout à fait extraordinaire, c'est parce qu'on l'a sur place, on l'a prouvé, c'est-à-dire tout le monde peut y accéder maintenant, on en a fait les cartes. Les remparts de Provins se situent exactement sur la constellation du Bouvier, c'est-à-dire le 27 du mois de janvier
et du mois de juillet, la constellation du Bouvier se trouve exactement calée sur les remparts de Provins. C'est-à-dire que quand on reprend la forme de la constellation et qu'on reprend la forme des remparts, elle est exactement de la même dimension, avec les étoiles, tous les noms, tous les remparts, toutes les tours, toutes les chapelles sont marquées et sont représentées dans le ciel par des étoiles. Donc cela, on peut vous le prouver, moi je vous donnerai le dessin et tout le monde est capable de pouvoir le remarquer sur place, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est quelque chose de vrai et qu'on peut constater. Par contre, sur le lac d'Orient, j'ai pas trouvé, on n'a pas encore trouvé, c'est sûr que là. Donc il y aurait une porte à Provins alors? Ah, la porte se trouve, on peut le dire, moi je ne vais pas me cacher, la porte se trouve à l'Orangerie, à côté de la Tour César, dans une chambre initiatique qui se trouve à quelques pas du lycée Saint-Thibault, où je suis allé, moi, où j'ai photographié certaines choses, et c'est vrai qu'elle se trouve là, à Saint-Thibault, à côté ce que ça s'appelle l'Orangerie, qui est actuellement quelque chose qui a été repris par des sœurs, et qui est un élément important historique, qui appartenait au neveu du comte de Paris, qui est mort maintenant et qui a fait don de cela à sa sœur, qui était une sœur qui se trouvait à Bernay, qui est décédée maintenant, et qui appartient maintenant à une association qui se trouve... D'accord. Bon, on va peut-être pas dire la date à laquelle cette porte s'ouvre, mais au moins vous savez où elle se trouve. Oui, où elle se trouve. Oui, et c'est encore c'est quelque chose d'absolument flagrant, c'est sûr. On ne peut pas nier à ça parce que quand on voit le plan des remparts et le plan de la constellation, il n'y a aucun doute. Donc ils l'ont construit. Ils l'ont construit en fonction de. Oui. Voilà. Et je signale encore une fois que la constellation du Bouvier signifie le rassemblement. Et il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, dans sa grande grandeur, il y avait 80 000 ou 70 000 à 80 000 personnes qui travaillaient au niveau tapisserie, au niveau céréales, etc. C'était une grande réunion européenne qui est reconnue par le patrimoine international que Provins était une grande cité internationale européenne à l'époque du Moyen-Âge. Donc les architectes de ce château à Provins avaient une certaine connaissance. Absolument, ils avaient une certaine connaissance, ils ont construit les remparts de cette ville en fonction de cela. Et ça n'a aucun doute parce que les faits sont là, on ne peut pas les nier. Donc depuis des siècles ou des millénaires, il y a forcément eu une visite d'ailleurs qui peut-être un jour aura une signification et trouvera là toute son importance. Mais pourquoi ça Je sais qu'au niveau de Provins, Saint-Kyriace était construit sur un temple qui était dédié à Diane, qui était avant même dédié à Diane, qui était un puits celtique, donc un courant tellurique. Et c'est là que j'ai tout à l'heure parlé, qu'on retrouve la salamandre et qu'on retrouve le dragon. D'accord. Bon, bah si c'est pas de l'info, ça... Moi, je peux dire que il y a encore beaucoup de choses à trouver, à rechercher. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense qu'il faut continuer à chercher, même si ça paraît des fois aberrant, mais on a des résultats. Il faut qu'on trouve des résultats parce que ça existe, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va se diriger vers la maison forestière où on est passé tout à l'heure devant. Mais la forestière, la maison du temple. La maison du temple. Et étrangement, tout à l'heure, on y est passé devant, mais on n'a pas pu filmer parce qu'il y avait une personne d'un certain âge qui s'y trouvait. Et alors qu'on a croisé personne aujourd'hui au sein de cette forêt, et on verra l'endroit où l'orbe a été filmé et qui fait polémique dans la rubrique photo dédiée aux orbes, et qui fait polémique parce qu'il y a les pour et les contre. Et peut-être on va refilmer quelque chose, je ne sais pas. Mais enfin, cette présence de cette personne qui avait 84 ans a certainement une raison qu'on ignore. Mais on va voir maintenant, donc on va retourner à cet endroit et puis on va regarder si on peut de nouveau prendre des photos. Bon, ben on y va alors. Bon, ben nous voilà de retour vers la maison forestière du temple. Oui. Donc c'est ici, comme vous l'avez vu,
Récemment, la photo de l'orbe que Claude a prise et qu'il a vue de visu. Qui était donc ici. Voilà. C'était le 23 si Août. je me souviens bien, 23 c'était le août. 23 août, vers 9h37. Ouais. On était là, le ciel était couvert. On avait fait le tour et on a pris les photos. Et tout d'un coup, en sortant de derrière, je vois comme un panneau lumineux blanc. Mais ce panneau, je l'ai vu bouger. Et quand j'ai vu bouger, j'ai trouvé ça anormal. Donc j'ai pris en photo. Une photo, et elle était dessus. Et j'en ai pris une deuxième de suite. Effectivement, il n'y avait plus rien. Donc vous voyez à peu près la distance qui représente à peu près 1,20 m et qui se trouve absolument, si on peut considérer, il se trouve absolument dans l'axe de Voilà. ce volet. Ouais. Donc on ne peut pas considérer que ce soit une réverbération de glace. C'était là. On voit bien les bords ici. On voit bien l'ensemble de cette, comme une croix. Et il était là. C'est-à-dire que quand on voit bien la photo sur le site, c'est-à-dire que ça forme bien une croix. Ça forme bien une croix. Et une croix quand même que, je répète encore une fois, hein, pour être bien précis, avant de la photographier, Tu l'as vu. je l'ai vu avec mes yeux. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un impact sur une petite... Oui, de la buée, de la poussière dans voilà. l'objectif, Bon, bien sûr. Et Oui. j'avais un ami qui à côté de moi qui l'a vu également. D'accord. J'étais pas seul. Donc il y a deux témoins. Il y a deux témoins. Lui a pris la photographie avec un appareil tout à fait classique, c'est-à-dire pas numérique, Argentique, et il n'a rien vu. Il n'a rien vu. D'accord. Là, moi, je l'ai vu tout de suite, je l'ai pris. La deuxième photo, il n'y avait rien. D'accord. Mais par contre, sur d'autres photos, on a vu également des petits points se déplacer Ouais. Ouais. sur d'autres. Bon, on peut expliquer, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais en fait compte, moi, je sais qu'on l'a vécu. Donc, ça n'a rien à voir avec des possibilités d'explication concernant des phénomènes sur l'appareil photographique. D'accord. Bon, bah comme ça, l'affaire est close. Et puis. Je vais quand même reprendre quelques photos pour ouais, voir ouais. si ça se passe. Hein. Ouais. Mais ça, je tiens bien à préciser. Hein. Voilà, je vais en reprendre de nouvelles. Effectivement. Je tiens bien aussi à confirmer que ce qu'on appelle la maison du temple a été reconstruite à la fin de la guerre. Mais avant, il y avait des ruines concernant les Templiers, c'est-à-dire dans le sous-sol, il y a des ruines concernant la maison du temple. Tout a été détruit au fur et à mesure des siècles et ils ont reconstruit cette demeure qui sert maintenant pour le matériel pour travailler dans la forêt, le matériel pour couper, pour ranger. Et maintenant, nous sommes en septembre, ça va être utilisé pour des rendez-vous de chasse dans la forêt d'Orient. D'accord. Mais c'était pas comme ça évidemment il y a quelques siècles. Hein. Mais le lieu est bien là lors de la maison du temple ici. Voilà ce que je voulais bien préciser. Claude, nous sommes devant la maison forestière. Un petit récapitulatif alors de notre venue ici aujourd'hui. Oui, on arrivait tout à l'heure, on a fait un peu le tour de tout ce que j'ai vécu ici. Ici on est dans cette fameuse maison du temple, là où j'ai eu tellement d'avaries, de problèmes. Ici j'ai passé des nuits complètes avant que la restauration soit dans cet état-là, dans les années 72-73. J'ai passé des nuits là où j'ai vu des choses extraordinaires, avec celui qui m'a initié, que j'appelle Zamouret, qui est plus de notre monde maintenant, et qui n'était déjà pas de notre monde, même de son vivant, sur Terre en tout cas. Donc cette maison-là me rappelle beaucoup de souvenirs. Ici, il y a eu ma chienne qui a été tuée par des personnes assez étranges, qu'on n'a jamais retrouvées. Ici, on a eu une équipe de 8 personnes qui a passé des nuits où on a vu des choses extraordinaires, des hiboux parce que c'était rempli d'arbres, cette période-là était remplie d'arbres. Il y avait à côté où on a couché dans la paille. On a été courir voir des formes blanches qui étaient dans la forêt. On a été de l'autre côté ce qu'on appelle le maître chêne qui apparemment doit être abattu maintenant parce que par la forêt, par la tempête de 99, tout
tout à l'heure, une personne nous l'a confirmé, mais j'ai pas été le voir. Voilà, c'est ça. C'est quand même c'est étrange parce que cet arbre avait au moins 500 ans et faisait partie ce qu'on appelle du patrimoine templier, puisque c'est quand même cette forêt qui est le grand élément du patrimoine templier. Et toute cette région-là, j'ai vécu environ 30 ans où des phénomènes assez particuliers que j'ai parlé tout à l'heure m'a absolument convaincu qu'il y avait quelque chose de très étrange. D'accord. Et pas seulement pour moi, mais pour les gens qui ont vécu avec moi. Toutes les personnes qui ont vécu avec moi, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont décédés. Les grandes informations que j'ai eues sur ce lieu, il y a mon ami Jémy Gueux, encore que je rappelle souvent, mais c'est malheureusement lui qui m'a, heureusement d'ailleurs, qui m'a donné beaucoup de renseignements sur cette forêt, avec son livre et puis avec ses commentaires. J'ai ensuite mon ami Zamouret qui m'a donné des renseignements et qui m'a fait voir des choses extraordinaires dans cette forêt. Ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'on n'en parle pas. On ne parle pas de cette forêt, on parle de toutes sortes de lieux particuliers en France, mais cette forêt-là a toujours été un peu mise entre parenthèses, comme quelque chose de tout à fait banal. Alors je voudrais un petit peu que s'il y a des personnes qui ont des éléments complémentaires, qui ont vu des choses, que ça intéresse, qui puissent essayer de m'apporter ou de nous apporter des informations pour compléter un petit peu ces mystères. Bah, nous sommes venus il y a 3 semaines ici filmer, tu as vu le documentaire sur la taverne. Donc j'ai conclu le reportage sur un secret templier révélé 8 siècles plus tard. Oui. Donc peux-tu expliquer si secret il y a ou si... pour qu'ils puissent comprendre. Le secret templier, 8 siècles plus tard, c'est que nos amis templiers qui ont fait beaucoup de choses en Europe avaient des connaissances supérieures qu'ils ont acquis et qu'ils ont découvert au niveau des premières croisades, et qu'ils savaient énormément d'éléments concernant tout ce qui était spirituel de haut niveau. Quand je dis spirituel de haut niveau, ça veut dire quelque chose qui dépasse l'entendement humain, c'est-à-dire au niveau de Dieu lui-même, et les connaissances qu'il y avait entre Dieu et la création et les problèmes extraterrestres, c'est-à-dire ou extrapassés. Quand je dis extrapassés, ça peut être des gens qui reviennent du futur. Tout ça paraît très complexe et très compliqué, et même futuriste, et même fiction totale, mais les Templiers connaissaient beaucoup de choses, et lorsqu'ils sont venus dans cette forêt où ils ont eu un don, enfin on leur a fait don, ils savaient très bien que par rapport à la fontaine aux oiseaux, il y avait une porte. Et cette porte-là, elle n'existe pas qu'à la fontaine, aux oiseaux dans la forêt d'Orient. Il y en existe bien d'autres. Il y en existe au Saut du Doubs, il y en existe du côté d'Oloron-Sainte-Marie, il y en existe à Bugara, il y en existe également dans la forêt bretonne que tu connais, Brocelion aussi une, etc. Et donc tout cela fait que les Templiers savaient ce qu'ils faisaient et ils ne sont pas venus là au hasard. Ils ont fait des richesses et ils pouvaient certainement interpréter des informations ou aller dans des mondes parallèles beaucoup plus facilement que nous on le fait actuellement. Et les codes d'utilisation étaient faits par rapport à quelque chose qui était très simple, c'est la construction de leur commanderie qui était autour. Et je répète encore l'histoire de Provins sur les chambres initiatiques, parce que les chambres initiatiques étaient quelque chose d'une connaissance qui était faite sur l'élément du cerveau et qui n'était pas directement écrit. C'était une ouverture sur les cellules neuroniques de l'être humain et qui se faisait sur certains endroits. À la forêt d'Orient, il y a certainement la même chose. Et la découverte n'a pas été faite encore. Et j'espère peut-être la découvrir avec l'aide de gens qui pourraient apporter des éléments complémentaires en dehors de chercher des champignons. Mais je sais que l'expérience que j'ai eue ici m'a été favorable. J'ai eu des gros problèmes, je vous dis, il y a eu des gros problèmes ici qui n'ont pas été toujours évidents à vivre parce que d'une façon psychologique, d'une façon morale, et puis aussi des attaques au niveau des ententes familiales, des conflits,
parce que vous savez, quand on s'attaque à des choses comme ça, souvent on a des répercussions qui ne sont pas toujours évidentes à vivre. Et c'est pas. Et dur, donc, c'est dur. on peut supposer que... Est-ce que tu penses que ces Templiers auraient laissé des indices? Oui, de toute façon, ils ont laissé des indices. Les indices que les Templiers faisaient, comme les cathares d'ailleurs, à leur époque, étaient des choses qui ne pouvaient pas être effacées dans le temps. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être modifié par l'écriture ou la culture des générations qui se succèdent. Donc les seules choses qui pouvaient être utilisées pour que cela ne soit pas détruit dans le temps, c'était toujours une trilogie qu'ils avaient. C'était travailler sur la musique, qui est toujours une chose qui ne peut pas être modifiée, sur la sculpture, qui est toujours, une sculpture représente toujours un élément, et c'était sur la peinture. C'est-à-dire des choses qui, au fur et à mesure des siècles, restent toujours les mêmes. Donc, ils ont travaillé sur des éléments qui sont souvent sur les cathédrales dominantes, des cathédrales mâles, des cathédrales hermaphrodites et des cathédrales femelles. Et ils ont laissé ces codes sur les frontons avec des petits angelots, musique, souvent des musiques sur des instruments, sur des statues et sur des peintures, qu'ils ont donné des ordres de construction à l'ordre maçonnique, qui n'était pas la franc-maçonnerie, c'était l'ordre maçonnique, c'était les constructeurs de cathédrales, qui signaient avec des signes particuliers pour chaque caractère ou chaque qualité que pouvait avoir l'individu qui faisait la construction de ces monuments millénaires. Et tu me disais que certaines cathédrales ou églises ont un sol à damier, voilà. d'échiquier. Alors, pour reconnaître les cathédrales mâles, c'était un Saint-Pierre à l'entrée de l'église. Pour une cathédrale femelle, c'était une vierge ou une sainte, une femelle, finalement. Et pour les cathédrales hermaphrodites, c'était un damier au sol. Et effectivement, si au cours des temps, les constructions ou les modifications étaient faites, il est très difficile, mais on peut retrouver dans l'histoire comment était l'église dans les siècles de leur construction. Et donc ces symboles représentent la cathédrale mâle, la serrure, la cathédrale femelle. Pardon, je me répète, la cathédrale mâle, la clé, la cathédrale femelle, la serrure, et la cathédrale hermaphrodite, la force pour ouvrir cette porte de connaissance. Donc tout ça est très symbolique, et c'est vrai qu'on n'en parle pas dans l'élément templier. On se borne à des choses toujours banales et on retrace des éléments qu'on retrouve dans des dizaines et des dizaines de bouquins qu'on a écrits, mais on ne parle pas de ça, parce que c'est quelque chose qui est assez secret. Et c'est pour ça que je dis, après tant de siècles, on peut redécouvrir quelque chose de nouveau qui n'a pas été mentionné. Il y a un exemple flagrant aussi, c'est l'église de Rennes-le-Château, qui a un sol à damier, si je ne m'abuse. Je ne connais pas, je ne suis jamais allé, j'ai vu des photos, mais je ne connais pas la... Et vous pouvez remarquer aussi que bien souvent, dans les cathédrales, vous avez, contrairement au bien qui est représenté par l'église, vous avez souvent des diables qui sont confrontés dans les dégueuloirs d'eau. Ben justement, à l'entrée de cette église à Rennes-le-Château, c'est un diable qui regarde le sol. Voilà, c'est-à-dire regarder. Voilà. Et bien souvent on dit, vous avez des yeux mais vous ne voyez pas, parce qu'on va beaucoup trop loin dans des recherches alors que tout est devant nous, mais on ne sait pas regarder. On ne sait pas voir les choses les plus simples. Est-ce que tu penses que de nos jours, il y aurait des descendants de Templiers ou un ordre quelconque qui ferait en sorte de protéger ce secret qui se trouve ici? Justement en Suisse, à Genève, il y a un ordre templier qui est là et qui recherche certains éléments et qui sont là pour protéger certains lieux, mais ultra secrets. Et je me demande même s'il n'y a pas des relations avec les services de renseignement. Si je me rappelle, dans un film de Spielberg, Indiana Jones, c'est la dernière croisade, donc justement il fait allusion, il y a une chapelle, enfin une église à Venise où le sol, il y a un chiffre romain qui le dit, et qui n'ont pas aperçu sur le moment, et il y avait une espèce de confrérie qui protégeait ce secret-là, et qui sont prêts à tout, voire à mourir pour protéger. Oui, alors justement ce genre de film, et ce que ce producteur de film a de très intéressant, c'est que
comme il ne peut pas donner des informations directes parce qu'il se mettrait en conflit avec l'élément scientifique et les services de renseignement qui protègent dans l'ordre mondial, je dis bien dans l'ordre mondial, eh bien il préfère faire des films science-fiction qui attirent tout le monde pour dire voilà, je vous donne des informations, maintenant à vous de travailler avec, essayez de comprendre. Ça permet à la fois de ne pas être en accusation pour violer un ordre mondial et à la fois de donner des informations au commun des mortels pour qu'ils puissent un petit peu faire travailler ces neurones et chercher. C'est là le gros. Donc c'est vrai que tous les films qui sortent là, depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a un message. Il y a un message qui est fait au niveau, même dans les dessins animés, on voit bien que l'élément chinois, par exemple dans la forme, dans les yeux, dans l'expression des dessins animés qui sont pour les générations futures, on prépare les générations à se confronter à un élément qui n'est pas d'origine humaine, pour que les nouvelles générations n'aient pas peur lorsqu'ils vont être en confrontation avec ces êtres qui ne sont pas du tout comme nous. Et tu m'as avoué tout à l'heure que tu étais à la recherche d'une église dans le secteur, avec une clé. Alors, ça c'est quelque chose que je voudrais bien que s'il y a des personnes que tu peux lancer l'appel, qui ont le temps, c'est dans les environs de la forêt d'Orient, il y a une église où sur chaque pilier il y a des clés. Et ces clés sont sculptées dans la pierre, et ces clés, aucune clé ne se ressemble. C'est-à-dire que chaque clé est différente, comme pour ouvrir une serrure différente. Et il est impossible de retrouver cette église, qui n'est pas une église de grande importance, à première vue, mais qui a une importance au niveau de cette fameuse clé, car elle peut tenir une importance capitale dans un code. Aussi bien au niveau constellation, c'est-à-dire au niveau orientation et des étoiles par rapport à l'implantation terrestre, par rapport aux clés, c'est-à-dire la forme de ce que peut représenter la structure de la clé par rapport aux constellations. Mais ça, je ne suis dans l'incapacité de pouvoir retrouver cette église. Il y en a tellement, et c'est pas une église de grande importance. C'est ça que je répète. C'est pas une cathédrale. C'est une église d'un petit village qui se trouve dans le périmètre de la forêt d'Orient. Donc on parle de Brienne-le-Château sur Lusigny, dans le sud de la forêt d'Orient. Mais où c'est, je ne sais pas. Mais il ne faut pas aller du côté de Clairvaux, c'est pas si loin que ça, c'est pas combler les deux églises, c'est vraiment dans le périmètre de la forêt d'Orient. Tu m'as dit dans les années 70 aussi, pas loin d'ici, au sein de la forêt, ils ont retrouvé une voiture... Oui, à plusieurs cas, assez carbonisée, avec quelqu'un de mort dedans, des éclairs. C'est l'affaire banale que l'on peut retrouver à cette époque, c'est-à-dire des gens brûlés, un peu comme dans la combustion spontanée. Mais là, la voiture était intacte, la personne était brûlée à l'intérieur. Ensuite, on a retrouvé d'autres véhicules où la voiture était brûlée, mais la plante qui était une plante verte qui était à l'intérieur n'avait pas été touchée. C'est-à-dire une confrontation, totalement un paradoxe, si vous voulez, entre une brûlure qui aurait dû être totale, alors que là c'était partiel à certains endroits. Un peu ce qu'on peut retrouver ici, comme vous m'avez expliqué, certaines brûlures d'arbres qui se trouvent particuliers où à un moment donné on trouve brûlé puis pas l'autre. Donc on a trouvé ça exactement dans les années 60-65 à peu près par là. On a d'ailleurs, c'est pas à nous, ce sont des journaux qui retracent cette histoire-là. Donc c'est quelque chose à aussi. Et ton opinion alors sur ces orbes, d'après toi, alors qu'est-ce que alors, ça serait? les orbes, vous savez qu'il y a eu encore beaucoup de confrontations entre ceux qui disent que ce sont des particules sur l'objectif, c'est depuis qu'il y a le numérique que ça se voit, etc. Alors qu'il y a des exemples très anciens où on en a découvert des orbes sur des appareils très anciens, bon, qui n'étaient pas effectivement d'une quantité comme on trouve maintenant. Bon, par exemple, celle que j'ai trouvée là, c'est extraordinaire, moi, parce que je l'ai vue de mes propres yeux avant de la photographier, mais la plupart du temps, on ne le découvre que lorsqu'on fait le tirage. Et c'est vrai qu'il y a des solutions différentes, chacun, on pense ce qu'il en veut. Alors pour moi, il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord un problème d'extraterrestres de nouveau genre qui viennent visiter la planète
comme d'autres l'ont visité d'une manière différente avec des objets qui volent. Bon, ça c'est une possibilité. Il y a aussi la deuxième solution, ça peut être des entités, c'est-à-dire des gens qui reviennent visiter et qui viennent pour se manifester d'une manière bizarre, mais comme ça, comme on peut photographier certaines fantômes, comme on dit, certaines formes éthériques. Et puis il y a la troisième solution qui est vraiment des phénomènes spatio-temporels, qui fait que ce sont des éléments qui passent une porte parallèle ou dans l'espace-temps et qui sont là momentanément pendant des fractions de secondes et que seuls des appareils numériques peuvent prendre parce qu'ils font un flash, ils sont visibles au moment où il y a l'éclair qui se fond. Par contre, sur ce phénomène que j'ai là, je répète, il n'y avait pas de flash. Il ne pleuvait pas, le ciel était couvert il y a plus avant, mais il ne pleuvait pas, donc ce n'est pas une réverbération, ce n'est pas une réverbération de miroir, parce que la preuve, les volets sont fermés, ce n'était pas une réverbération de quoi que ce soit, ou de soleil dans l'objectif, puisque le ciel était couvert, donc la possibilité est que, c'est ça. Et oui, il y a aussi on peut faire des tests avec deux groupes, un groupe positif et négatif, Oui. un groupe qui croit phénomènes paranormaux et un groupe qui n'y croit pas du tout. Oui. Ceux qui y croient ont beaucoup plus de chances d'avoir sur leur appareil, de prendre avec leur appareil un orbe. Alors voilà, il y a aussi une chose importante qu'il faudrait prendre en considération. C'est chaque fois qu'une personne photographie un orbe sur son appareil et qu'il le découvre, essayez de savoir le jour, l'heure, et la position géographique effectivement, et la position de la Lune, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une relation entre la journée, la Lune et les marées. Je dis ça parce que dans d'autres circonstances, on a découvert que on ne peut pas photographier un orbe n'importe à quelle époque de la journée. En principe, c'est la nuit, c'est pas le jour. Donc, est-ce qu'il y a une position de la planète qui fait que le flash le voit pendant la période nocturne et pas la période diurne? Pourquoi? On ne sait pas. Donc il faudrait relever quand est-ce qu'a été fait la photo. Et ça, le regrouper pour faire des statistiques. C'est-à-dire faire une recherche dans ce sens-là. À quelle époque de l'année est-ce qu'il y a une recrudescence à tel mois, et tel mois. Donc c'est un travail considérable à faire pour pouvoir regrouper tout ça. On n'y arrivera pas. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail... C'est comme les apparitions d'ovnis aériennes qu'on peut expliquer. Ce qui est important, ça peut être la date et ça peut être aussi l'endroit. Et c'est de savoir s'il y a un recoupement, s'il y a des couloirs aériens. Exactement, moi j'ai fait un article concernant les couloirs aériens où ils passent plus facilement d'un côté ou de l'autre. Bon, ça c'est quelque chose qui a été répertorié, c'est pas quelque chose de nouveau, mais qui n'a jamais été mentionné particulièrement. On sait aussi que les vagues d'ovnis ont un rapport avec l'approchement de la planète Mars. Ça aussi, ça a été une statistique que Aimé Michel a fait à son époque et qui a été complètement passée dans les oubliettes, que j'ai repris pour remettre un petit peu d'actualité. Parce que c'est intéressant de revoir tous ces problèmes, ça permet d'avancer et ne pas simplement s'arrêter à des observations, c'est bleu, c'est noir, c'est lumineux, c'est droite, c'est à gauche, et qui en fait de compte n'apporte rien de nouveau. Et peut-être un scoop que tu vas nous dire, c'est que j'ai fait des recherches tout en restant dans le mystère, les disparitions, concernant le triangle des Bermudes. Tu m'as avoué une chose l'autre jour, que je vais te laisser leur apprendre, qui est une piste à explorer. Et écoutez bien ce qu'il va vous dire. Oui, le triangle de Bermude, il y a eu des dizaines, peut-être des centaines de bouquins d'éditeurs qui ont travaillé là-dessus, qui ont fait des tas de livres avec des études disparues à telle date, etc. Mais jamais personne n'a fait de relation entre la disparition des navires ou des avions en fonction des coefficients de marée à l'endroit de leur disparition. Et si vous faites des recherches, vous allez vous apercevoir que chaque fois qu'il y a eu des disparitions d'avions, à n'importe quelle date, répertoriées par les journaux évidemment, d'avions ou de bateaux,
ça correspond à un coefficient de marée toujours le même. Eh bien ça, il faudrait qu'il y ait des chercheurs, des gens qui travaillent là-dessus, pour confirmer ce que je dis là, et pour prouver, parce que là, ça va vous donner des idées, ça va vous donner une ouverture de connaissances qui dit, oui, s'il y a une coefficient, si les avions ou les bateaux disparaissent à un certain coefficient de marée, c'est qu'il y a une relation entre les marées, donc avec la Lune, c'est-à-dire les coefficients de marée qui correspondent avec la Lune. Donc il y a une raison pourquoi, eh bien, mais ça, faites-le. Je pense que c'est une recherche très intéressante, que même les scientifiques n'ont jamais abordée. Donc, je crois, Claude, on a fait le tour là. On a fait le tour, on a un peu débordé au niveau du temple, mais je veux dire qu'il y a tellement de choses à parler dans tout ce domaine qu'on pourrait parler pendant des heures. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent la taverne et ceux qui te découvrent maintenant, c'est Claude Burkel collabore avec la taverne. Oui, je vais vous abonner beaucoup d'articles qui vont vous donner, qui vous permettent. Moi, ce que je vous dis, j'affirme rien, je vous donne des informations. Chacun de pouvoir juger en fonction de... Il y en a qui vont peut-être trouver ça idiot, il y en a qui vont peut-être trouver ça intéressant, mais chacun est libre. Et tu as collaboré aussi avec le dernier numéro de Top Secret. Ah ben, je collabore beaucoup avec Top Secret, parce que je donne des articles avec Rock Soccer, qu'on salue au passage. Et puis, parce que lui également, il apporte beaucoup d'informations. Ouais, c'est une excellente revue. C'est vrai qu'il a une revue excellente. Et bon, moi je lui donne beaucoup d'articles et puis il en fait ce qu'il en veut. Ouais. Et c'est toujours pareil, on apporte des informations, mais chacun est libre de son choix. Hein. Et vous savez, dans ce domaine-là, il est très difficile d'affirmer quoi que ce soit. On apporte des éléments, mais chacun voit ce qu'il peut en tirer. Bon, c'est parfait. Écoute, Claude, je te remercie pour cette interview. Et est-ce que le mot de la fin pour les visiteurs de la taverne de l'étrange? Eh ben, il faut continuer à chercher, il faut continuer à essayer de comprendre. Et l'avenir est encore devant nous et il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Parce que je crois qu'on est encore à la maternelle de la connaissance. Donc, gardez l'œil ouvert et le bon.